Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée cette fois à des suppléments physiques pour Dragonbane qui correspondent à la dernière campagne Kickstarter qui était sortie il y a à peu près plus d'un an. L'idée c'était de faire deux suppléments, à la fois un qui avait été validé par Free League pour sortir sur un projet qui est celui-ci, donc c'est Arkand, la cité des vagues et des flammes, et l'autre c'est un livre de magie avec des sorts en plus. Alors je l'ai, je l'ai pas là, mais j'avais pensé faire une double feature, mais finalement peut-être que c'est mieux de faire séparer. Mais c'est vraiment un inventaire de sorts. Alors Arkand, la cité des vagues et des flammes, c'est un peu particulier parce que Dragonbane était un univers qui a été établi à une certaine époque, donc c'est un très vieux jeu de rôle en tout cas en Suède. Ils ont établi pour faire jouer Dragonbane un univers qui est pas trop repris finalement, à part quelques éléments dans cette nouvelle version, donc qui a été refaite par Free League il n'y a pas longtemps, puisque essentiellement les gens qui travaillent chez Free League sont des gens qui ont grandi avec, je sais plus si c'est Dragons and Demons, quoi, qui est le nom de Dragonbane originel. Et donc c'est un projet qu'on leur a mis sur la table, d'après l'avant-propos de la personne qui l'a réalisé, mais on retrouve toujours la même patte graphique qu'on connaît bien, avec l'illustration à tomber par terre. Et l'idée c'est vraiment de faire quelque chose comme Middenheim ou des villes un petit peu connues. C'est ma table qui commence à partir en sucette. Donc en vous offrant la possibilité d'avoir une ville où vous pouvez interagir, vous balader, et d'un autre côté, avoir plein d'aventures. Donc on va regarder ça succinctement. Donc il y a une très très belle carte, là, elle est découpée en deux, mais elle est physiquement avec le bouquin qui est glissé. Ce qui est assez marrant, c'est que par contre c'est du carton renforcé sur l'extérieur. Par contre l'intérieur c'est du papier exactement comme dans Weissen. Donc c'est marrant parce que Weissen, j'ai souvenir que les couvertures n'ont pas la même texture. Donc c'est fait par Johan Sosberg et c'est aidé par Johan Ergenkarn, qui est le mec qui fait les dessins, que vous connaissez parce qu'il fait aussi Weissen, et c'est lui le responsable graphique, conjointement, le principal illustrateur de cette nouvelle version de Dragonbane. La ville en soi, alors ça c'est un peu bizarre, par contre j'ai l'impression que des fois, peut-être que c'est ma vue qui me joue les tours, ou c'est parce que c'est l'impression qui est pas ouf sur l'ouvrage que j'ai, mais la résolution des dessins est pas ouf, ouais, je sais pas pourquoi, enfin c'est pas tout le temps comme ça, hein, donc je suppose que ça change de couverture en couverture, enfin d'ouvrage en ouvrage. Donc la cité des vagues et des flammes, Dragonbane se base sur une mythologie qui concerne, comme son nom l'indique, des dragons et des démons. L'idée, c'est que les démons étaient essentiellement une forme de dévastation et de chaos qui œuvrait sur le monde de Dragonbane. Et les dragons, eux, incarnaient une sorte d'autoritarisme quasi strict, avaient passé pour certains des deals avec les races mortelles, notamment les humains, ce qui a donné lieu à des dynasties de seigneurs dragons, qui sont des humains qui étaient bénis par les dragons, qui avaient un matériel spécial, des reliques, j'en passe et des meilleurs. Sauf que tout le monde n'a pas été comme ça. Et donc cette cité, à la base Arkand, c'est juste un bout d'océan, et il y a eu une grande bataille entre les démons et les dragons gagnaient, ils ont réussi à sceller les démons sous le cœur de l'océan, mais par contre, ça a créé une sortie de terre qui a donné naissance, une sorte d'îlot, qui a donné naissance c'est l'endroit où allait être bâtie la cité d'Arkand. La cité d'Arkand est donc à la base maintenue par les dragons, et un jour, les dragons ont adoubé une série de jeunes, des humains avec qui une sorte de royauté humaine, auxquels ils ont accordé la gestion de la ville d'Arkand, mais sous le regard de les vénérer, et surtout de jamais se considérer comme supérieur aux dragons. Sauf que évidemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un des dragons, un des jeunes princes, qui s'appelait Duendor, a décidé en fait de faire la nique aux dragons et trouver un moyen, avec son fidèle adjoint magicien, de dominer le dragon avec un sortilège. Les dragons se sont aperçus, ça s'est très très mal passé, et ce qui s'est passé, c'est que simplement l'endroit était pulvérisé. Et ce qui était un peu dommage parce que ce jeune prince du Endor avait monté un ordre de chevalerie, de chevaliers dragons, qui était protégé, qui était extrêmement puissant et qui dominait toute cette région. Enfin, en tout cas, la ville d'Arkand, où elle a été bâtie. Le temple des dragons et le temple et l'ancienne académie des chevaliers dragons tombent, on ne sait pas trop où, en fait sous la cité. Et à cela, plusieurs siècles passent, donc c'est des âges, et durant
plusieurs siècles plus tard, il y a Black Beak, donc c'est pas Blackbird, c'est bec noir, donc un canard, enfin c'est les Malars. Et le Malar est un pirate, donc c'est une ville de pirates, il commence à prendre le contrôle de la ville, ce qui provoque beaucoup plus de chaos et qui amène des gens qui sont pas du tout, disons, aussi psychorigides que des princes dragons, enfin que des chevaliers dragons. Et ça permet aux démons qui vivent sous terre de s'attiser, donc les démons commencent à taper contre le sceau qui les coince sous la croûte terrestre, ils tapent, ils tapent, ils tapent, et finalement ils n'arrivent pas à sortir, mais par contre ça crée une espèce d'immense vague et un tremblement de terre catastrophique. Ce qui fait que finalement, il y a une poignée de démons qui ont réussi à s'incarner et sortir de l'autre côté du sceau au fur et à mesure des siècles, mais qui ne sont pas intéressés par notamment la résurrection de Dragmog, donc Dragmog c'est le grand méchant démon, mais qui ont tout intérêt à essayer de dominer la ville. Et donc leur plan, selon ce qu'ils font, on le verra plus tard, ils n'ont pas les mêmes approches, ils peuvent pas se le dire évidemment, mais ils détestent encore plus les dragons, ils savent qu'il y a un héritage des dragons présent dans la ville, mais ils vont tout faire pour mener le tohu-bohu dans la ville en poussant les factions les unes contre les autres, avant eux-mêmes de prendre le pouvoir. Tout ça expliqué très succinctement, c'est encore une fois, le propos du bouquin, c'est juste de vous donner des clés pour construire vos propres aventures. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre, c'est que même si le livre se vend comme... pour aller vite, une alternative à Middenheim ou Baldur's Gate ou je sais pas quoi. L'idée, c'est vraiment d'abord les aventures que vous pouvez y faire. Et donc, tout le reste, comme la boîte de base Dragonbane, c'est un prétexte. On a des rumeurs qui vous sont données par rapport à la ville d'Arcande. Qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? Comment c'est géré? Donc concrètement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des guildes. Il y a 6 guildes qui existent, la guilde des marchands, la guilde des lames, donc les guerriers, la guilde des vagues, c'est les poissonniers, les marins, la guilde des marteaux, c'est les artisans, la guilde des tomes, donc c'est les scribes et les mages, et la guilde des luttes, où c'est les flûtistes, les saltimbanques et compagnie. Et chacun gère en gros une partie de la ville et a sa voix au conseil, mais ils se doivent d'élire un chef qui les représente. En ce moment, c'est Elrita Blood-Eyed, donc œil sanglant, qui depuis 6 ans était l'ancien chef de la guilde des lames et qui a pris le pouvoir dans la ville. Et elle impose, elle est prête à tout pour conserver le pouvoir, pour aller très très vite. C'est pas forcément une personne méchante en soi, mais elle a une ambition et elle n'a pas envie que quelqu'un lui pique sa place. Sauf qu'il y a beaucoup de gens, vous en doutez, qui veulent lui piquer sa place. Notamment, on va y revenir. On vous explique que toute l'idée, c'est qu'évidemment, la ville est plus ou moins supervisée par une garde. Tout le monde a le droit de vote dans la ville. Finalement, c'est une ville assez avancée, mais pour avoir le droit de vote, il faut faire partie d'une guilde. Et ça, vos joueurs ne le sont pas à la base. Donc ces guildes se tirent plus ou moins la bourre, mais coopèrent surtout. Mais par contre, pour y rentrer, il faut montrer patte blanche. Il y a aussi le problème de l'influence démoniaque, c'est-à-dire que vu qu'il y a un sceau qui a tendance un peu à dégouliner et irradier la ville qui est au-dessus, il y a des animaux qui deviennent monstrueux, il y a des gens qui se font corrompre, donc ça c'est un peu Warhammeresque, on va dire, comme vous pouvez voir avec ce magnifique crabe mutant. Il y a un brouillard mystique aussi qui se déploie, là, il n'est pas forcément méchant, mais ça crée une ambiance assez particulière. Et on vous donne après des éléments sur quel est le niveau de vie à Arcande selon la sphère où vous êtes. Ensuite, on vous offre un teasing simple pour rentrer dans la ville. Donc en gros, le teasing, c'est qu'il y a une manticore qui se balade. Il y a 3 aventuriers qui viennent d'Arcande, dont un maître des bêtes qui essaie de le récupérer, et ils n'y arrivent pas. Et ils ont été mandatés par un type qui possède, si je ne dis pas de bêtises, une sorte de vivarium, un zoo dans la ville, qui est plutôt un mec sympa en fait. Mais l'idée, c'est que vous allez vous battre, ils vont mourir, ils vont dire « Ah mon Dieu, vite, amenez-nous, amenez la manticore qu'on veut capturer à notre maître qui s'appelle Archélus, qui tient un bazar du bizarre et un enclave pour animaux. » Donc pom pom pom, ça c'est une façon d'y aller. Il y a des astuces en fait pour rendre la ville assez dynamique et pas passer trop de temps. Donc on vous dit qu'il ne faut mieux pas tuer les PNJ parce que sinon ça casse un peu la ville. Mais après vous pouvez le faire, c'est un peu vous qui voyez. L'idée c'est toujours que plus vous passez de temps à le faire avec des aventures courtes, plus la relation que vous allez avoir avec la ville va être forte et donc plus elle va avoir de personnalité, de couleur. Après on a les pitchs qui sont les aventures au long cours. On vous donne la structure globale. C'est vraiment pas mal parce qu'en fait, généralement, ce que j'aime pas, moi, dans les jeux de rôle, c'est quand on vous donne des aventures, un peu comme dans Warhammer, des tips en disant ça c'est un début d'aventure. Mais ils vont pas plus loin, et c'est pas hyper intéressant. Là, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent ok, on fait un truc en une demi-page, mais on vous donne la structure globale de l'histoire, et après c'est vous qui faites exactement ce que vous voulez, ce qui me convient parfaitement dans le domaine Dragonbane. Donc, par exemple, le retour de la princesse dragon. Je vous ai parlé des princes dragons, des chevaliers dragons qui ont été
qui sont très très mal vus, parce qu'en gros, on part du principe que c'est de leur faute si la ville a été réduite à néant il y a très très longtemps, et les pirates et les penseurs libres n'ont pas aidé là-dessus, enfin les philosophes n'ont pas aidé. Donc en fait, il y a une jeune figure, il y a une jeune princesse héritière de la lignée des dragons, qui arrive, et qui immédiatement se fait foutre en prison parce qu'elle veut réclamer son trône et la puissance de son ancêtre qui s'est battu contre les dragons, donc rappelez-vous, hein, le prince. Donc la chef de la ville la fout en tôle, et votre idée c'est qu'on vous demande, il y a des gens qui vous rencontrent, qui disent qu'il faut sauver la princesse, donc vous rentrez à l'intérieur. Donc chaque chapitre vous dit quelque chose. Au début, le premier c'est le pitch, donc il y a une princesse qui a disparu, évidemment il y a un PNJ qui vous dit c'est vraiment important, il y a la légende des chevaliers dragons qui chevauchent des dragons, et il faut que vous la retrouviez. Vous y allez, il faut la sortir de prison, parce qu'évidemment elle est dans la prison qui est tout en haut de la cité. Ensuite, il faut pouvoir la protéger, donc ça se fait avec les criminels dans Dung. Donc Dung, c'est la fange, qui est le bas quartier. Ensuite, il faut aller retrouver quelque part l'académie des cavaliers dragons qui a disparu, donc il faut l'identifier. Sachant qu'évidemment, il y a une clé, on vous dit le portail est fermé en 3, donc c'est libre à vous de lancer où sont les pièces, mais essentiellement, elles sont dans les différentes guildes, donc ça veut dire qu'il faut accéder aux guildes. Vous avez potentiellement des gens qui peuvent vous filer un coup de main, voire un démon qui vous file un coup de main. À la fin, vous rencontrez Duendor, donc qui est le fantôme du roi, et si vous arrivez à l'aider dans sa lutte contre le squelette de la dragonne, parce qu'il y a la reine des dragons aussi qui s'est battue contre Duendor, ils sont tous les deux morts, et potentiellement, la princesse dragon peut récupérer son pouvoir, le pouvoir de son ancêtre, et reprendre le contrôle de la ville avec votre aide. Le trône des voleurs, c'est un peu différent, c'est en gros, il y a des gangs de voleurs, et c'est à vous de tirer votre épingle du jeu pour aider ça. C'est en aidant notamment le Grey Pack, donc la meute grise, c'est des hommes loups, c'est des Wolfkin, qui en fait se font un peu tirer dans les pattes par les autres factions notamment, et l'idée c'est qui vous allez backer pour prendre le contrôle souterrain de la ville. Donc c'est pas forcément prendre le contrôle de la ville en soi, mais juste l'empire criminel. Au service des Banishers, c'est simple, les Banishers c'est des gens qui sont spécialisés pour trouver et exorciser les démons. Donc votre but c'est de trouver les 3 démons qui existent, qui sont à Arkand, et les neutraliser. Après, on a un petit casting, ça c'est pas mal, sur 2 pages, ils font une sorte de dramatis personae en vous disant concrètement qui sont les personnages qui ont été cités, donc les personnages historiques et les personnages d'aujourd'hui. Des listes de persos, de PJ si vous voulez utiliser, avec des gardes, des profils de bandits, de chevaliers, j'en sais pas. Et ensuite, le gros du bouquin, c'est une division entre 5 chapitres avec le port, la fange, donc les bas quartiers, le marché, donc les communs, quoi. La forteresse, qui est le quartier noble, donc tout en haut, où il y a la chef de la ville, et l'Underworld, qui est le monde souterrain, où tous les trucs qui sont effondrés sous la ville sont présents, dont les mystérieuses ruines et puissantes que beaucoup de gens cherchent. À chaque fois, le principe est le même, on a une petite description d'une page, la carte, et ensuite, on va avoir des rumeurs, des événements. C'est exactement la même structure que dans la boîte d'initiation. Et souvent, alors c'est là où ça devient assez curieux. C'est-à-dire qu'on va vous décrire des lieux qui sont des sources d'aventure. Certains sont vraiment des donjons accomplis, d'autres sont des lieux qui sont juste décrits, et on vous propose qu'il s'y passe des choses, un peu qui peuvent être violentes ou pas, avec des pièges et tout ce que vous voulez, mais c'est pas forcément... C'est-à-dire que là, par exemple, le premier, c'est le temple de la mer éternelle. C'est un temple qui est consacré à un dieu maritime, sauf que c'est bizarre, depuis il n'y a pas si longtemps, l'elfe qui est en charge du temple demande de plus en plus de sacrifices. Et donc l'idée, c'est que vous avez un donjon à l'intérieur du temple où le vieil elfe a été corrompu par... et plus ou moins, il a l'impression que son dieu réagit parce qu'il se bat aussi contre l'autre temple qui est au sommet de la ville, qui est le temple du vrai feu, qui est une nouvelle fois. Et donc il y a toute une... donc à chaque fois, l'idée, c'est de vous décrire chacune des parties que vous pouvez rencontrer, à quoi ça ressemble, description. En vert, généralement, c'est les... Alors, je sais pas si... Non, si... Il y a les éléments en vert, les éléments en rouge. Les éléments en vert, c'est pour concrètement vous dire ce que vous pouvez y trouver d'intéressant. Les éléments en rouge, c'est les dangers, les pièges. Et à chaque fois, on vous dit, si vous partez à l'ouest, vous arrivez là. Si vous partez au sud, vous arrivez là. Donc c'est plutôt bien foutu. C'est même très très bien foutu. Et le grand final, c'est qu'il y a une sorte de Cthulhuide, donc c'est un démon qui s'appelle Brachitoth, qui est celui qui a pété le cil, le sceau durant l'époque des pirates. Il est très très vilain, il est très très méchant, et c'est lui qui alimente en fait en énergie le prêtre. Donc les démons ont des stades de port, mais ça c'est fait pour, donc ils ont une férocité de 3, c'est-à-dire qu'ils peuvent taper 3 fois ou agir 3 fois par round.
Ils ont 76 PV, ils ont 6 d'armure, donc ça commence à taper, grave, grave, grave. Éventuellement, si vous voulez casser le saut, donc je vous conseille pas, parce qu'il y a des démons derrière. Et ensuite, donc, on a une taverne, par exemple, la mort dans les profondeurs, qui n'est pas forcément méchante, mais c'est là où on va vous trouver notamment le gang du Grey Pack qui est présent. Il y a plein de choses. Ce qui est pas mal, c'est qu'en plus, ils vous décrivent la ville par des exemples propres, en vous expliquant par exemple qu'il y a des plats qui sont vendus dans l'auberge qu'on appelle, je sais plus, c'est épicé, enfin, au drac épice, quoi. Donc aux épices de dragon, en gros, c'est des flambés qu'on fait devant vous. Et ça, c'est un truc qui est repris après dans tout le bouquin pour vous spécifier à chaque fois. Par exemple, il y a un ogre, il aime manger que les nourritures épicées au dragon, parce que c'est son truc. Donc il y a pas mal de petites choses à chaque fois, et bon, des trésors, des aventures. Et en début de chacun des chapitres, on vous dit toujours la situation. Donc concrètement, qu'est-ce qui rend ce bâtiment intéressant, et qu'est-ce qui s'est passé récemment dedans avec les grands PNJ de la ville qui pourraient intéresser vos joueurs. Et après, généralement, vous avez des accroches. Donc, ça s'appelle les Adventure Seeds. Donc là, c'est vraiment les graines d'aventure à la classique, à la Warhammer. Mais par contre, derrière, c'est à vous, tout le bâtiment est décrit avec ses pièges, avec ses passages secrets, ses méchants. Et c'est aussi là où vous trouvez les stats des PNJ importants de la ville. Donc la maison, l'hôtel des ventes, enfin trading house plutôt, enfin la maison des marchands, en gros, c'est les halles. Les halles des plumes blanches, c'est le copain du prince qui a plus ou moins géré la ville il y a très très longtemps, était un malard, c'était un grand marchand, et pour être copain, il lui a filé un bâtiment. Donc normalement c'est une maison de vente, c'est super, il n'y a que des canards, enfin des malards. Mais en fait, la chef des marchands est aussi une immonde pirate, c'est la reine des pirates du coin. Et donc elle joue sur deux plateaux, elle se passait pour une gentille marchande, mais d'un autre côté c'est une pirate. Et donc évidemment, sous l'hôtel de vente, enfin sous la maison des marchands, il y a un bateau, il y a une caverne souterraine de pirates, et le gentil bateau qu'ils utilisent pour aller commercer au travers la mer des étoiles, donc la grande mer qui entoure Arkand, et ben il se transforme en méchant bateau de pirate dès qu'il sort, dès qu'il sort dès qu'il est plus en vue de Arkand, quoi. Et c'est ce que vous voyez sur la couverture, en fait. Donc, une description du bateau aussi qui va avec les pièges, avec qui vous pouvez y trouver. La guilde des vagues, donc c'est l'une des guildes. Toutes les guildes, je crois, de tête sont pas décrits, mais les bâtiments, généralement, font foi. C'est-à-dire qu'il y a le bâtiment des érudits, et c'est essentiellement le QG de la guilde des tomes. Donc, la guilde des vagues, ce que vous pouvez y trouver. Le Dung, donc c'est la fange, c'est le repère, en fait, des vieux grigous, mais aussi des sorciers et des gens un peu étranges. Donc toujours la même chose, avec une guilde supplémentaire qui est la guilde des ombres, qui techniquement n'existe pas. On a une auberge où la grande, donc avec des ogres qui font office de videur. Une halfling danseuse qui... c'est ça qui est très très bien en fait dans le bouquin, c'est que par exemple, là on vous dit, ok, il y a une halfling danseuse, super charismatique, tout le monde se l'arrache. Mais c'est aussi une chef d'un gang, ça c'est un autre truc. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'elle est en bisbille avec, dans les quartiers nobles, dans les quartiers marchands, il y a une grosse elfe qui gère un grand théâtre, et elle n'a jamais réussi à la recruter, donc elle est tellement énervée qu'elle va essayer de la tuer. Et toutes ces relations-là, en fait, existent, et c'est pas mal. C'est dommage qu'il n'y ait pas un tableau récapitulatif de tout ça. Enfin, ça c'est un peu mon avis, ils auraient pu faire une petite page, et puis vous dire les relations entre les gens, ça aurait été plutôt cool. Donc la perle brisée, qui est, je crois, c'est un passage nain. C'est un truc qui appartient au nain. Ouais, c'est une maison de tripot, c'est une maison un casino illégal. Il y a beaucoup d'endroits, hein. Par exemple, là on a l'encre d'âme qui est un magasin pour acheter de la magie, ou des objets. Pareil, le palais de la régénération, donc c'est pour se soigner. Pas mal de petits trucs, mais à chaque fois, c'est vraiment, tout est décrit, c'est plutôt cool. Par exemple, le temple de régénération, c'est quand même un temple, donc il y a aussi un sanctuaire à l'intérieur avec des morts. Le marché, donc, qui est vraiment l'endroit commun, ou plutôt, c'est les strates, disons, CSP moyenne, quoi, employés, c'est pas les cadres, on va dire. Là, il y a un peu, là, c'est là où on commence à avoir des bâtiments plutôt exotiques, notamment donc la fameuse ménagerie d'Achelius, qui est le type qui vous commissionne pour aller chercher la manticore notamment, qui est plutôt un mec sympa en fait, c'est assez rigolo parce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit un monstre, mais il a pas de bol parce que son ancien élève, c'est le méchant
c'est Dakos, donc c'est le méchant dans Path of Glory, les sentiers de la gloire. Donc grande description de son bourg, avec toutes les bestioles que vous pouvez avoir, les gardes de Shurm, les maîtres des bêtes. Le théâtre des destins inévitables, c'est le fameux théâtre dont je parlais, avec la grosse elfe qui gère tout ça. Sauf que au milieu de ce théâtre, il y a des gens qui travaillent, évidemment, mais il y a aussi quelque chose qui est terrible, c'est qu'en fait, il y a un démon. Il y a un des 3 démons dont je parlais, qui s'appelle Kipars, donc je suppose que c'est Kipas, qui essaie de manipuler tout le monde et qui corrompt à l'envi les gens qui vont au théâtre. Et le dessin, c'est comme d'habitude, c'est une tuerie, putain. Donc c'est la grosse elfe, l'espèce de mécène des arts, qui veut tuer l'elfine danseuse. La guilde des lames, donc c'est une autre guilde, celle-là c'est la guilde des guerriers, avec le chef actuel de la guilde qui a pris la place de l'ancienne personne, enfin celle qui est devenue la chef de la ville. Et enfin Dragon Rock, donc c'est le haut, c'est le... Dragon Rock, Père Dragon, non, je sais pas. Donc c'est vraiment les hauts quartiers, c'est là où le siège de la puissance de la ville est présent, avec notamment donc, le temple du véritable feu qui est assez rigolo, parce qu'en gros, c'est une nouvelle religion qui est arrivée il y a quelques années pour dire « Oh mais nous, c'est fini les dragons, on veut plus en entendre parler », sauf qu'en fait c'est payé par un mécène qui lui veut fouiller sous le temple pour retrouver le vrai temple qui appartenait aux dragons afin d'accumuler son pouvoir et de récupérer leur puissance. Donc c'est assez marrant le truc, donc la fameuse architecte qui aide à cette espèce de grosse magouille. Évidemment, si les gens de la ville l'apprenaient, ils pèteraient un plomb. L'académie d'Arcante, c'est là aussi où se trouve la guilde des tomes, avec les magiciens, le palais de justice, des vieux Malardus III, qui est l'un des grands chefs, des grands érudits. Pas mal de... Encore une fois, je passe assez vite parce que c'est très bien décrit et il n'y a aucun sens pour moi d'aller dans le détail. Tout le cœur du bouquin, c'est vraiment de découvrir ça. Avec une salle d'exorcisme aussi en prime. Et enfin, donc, la citadelle des ailes brisées, qui est la citadelle, le lieu de pouvoir, basé sur c'est ce qui reste en fait de l'ancien monde. Et c'est là où on établit notamment la prison, c'est la forteresse, où vit la chef de la ville, avec pas mal de gens pour l'aider. Et on a aussi les prisonniers qui sont présents, notamment, donc, comme je parlais. Donc ça, c'est la méchante, enfin c'est la taulier. Et la princesse dragon Genya, donc c'est elle qui vient essayer de réclamer la puissance de son ancêtre. Donc c'est vraiment bien foutu, parce que tout ce qui vous est décrit avant, on vous donne, enfin, vous avez l'histoire, vous avez les fils d'intrigue, et après, on vous donne les personnes dans le détail, dans leur jus. Donc c'est là où ils sont censés vivre et aller. Les plans, oui, il y a pas mal de cartes aussi, évidemment, bon, ça vous l'avez deviné, et donc Erita Bloodeye, qui est la grande chef de la ville, et qui ne laissera personne prendre sa place. On a une description aussi du Grand Conseil d'Arcande, et lui, Cepheus, c'est son émissaire, en gros, c'est son éminence grise, c'est un Carchion. Alors les Carchions, c'est dans le livre des monstres. En gros, c'est des créatures, c'est des espèces de félins qui ont des ailes, mais qui sont hyper intelligents, hyper manipulateurs. Et lui manipule finalement la régente de la ville et adore semer le trouble autour de lui. Et en plus, c'est une race qui est fascinée par les démons, donc ça aide pas trop. C'est un cocktail assez explosif, on va dire. Dernière partie du bouquin, le monde souterrain. Donc le monde souterrain, c'est essentiellement plein de pièges, des monstres, il y a même un démon évidemment qui y va. Il y a des trucs plutôt cool, rigolos, par exemple l'antre de Pontibus. Donc Pontibus, c'est une sorte de marchand, excavateur, troll qui passe son temps qui est très très fin. Donc avant de lui parler, avant même de faire des deals avec lui, il faut lui donner à manger. Et il faut lui donner à manger très spécifiquement, de la nourriture, avec une flambée de dragon, sinon il fera rien, il va manger 4 ressources avant que ça se fasse. Athana, c'est une araignée géante, c'est un démon araignée géante. Ça tombe mal, j'aime pas les araignées, donc je vais passer très très vite là-dessus. Mais potentiellement, elle connaît tous les secrets de la ville, donc elle peut, si vous arrivez à faire une alliance avec elle, en disant « Ouais, vous inquiétez pas, on va faire alliance, évidemment, pour vous trahir », elle peut vous filer plein de... elle connaît toutes les rumeurs de la ville. Le Temple Dragon, qui est donc le fameux temple où se sont battus il y a très très longtemps. C'est le temple qui était consacré à la gloire des dragons, qui est tombé en ruine. Où se trouve, ça c'est magnifique, le corps de Vudendal. Donc Vudendal, c'était le magicien qui était en train de préparer un sort pour dominer les dragons. Bien mal lui en a pris. Et il y a son fantôme, évidemment, que vous devez affronter si vous voulez acquérir la puissance
Si vous voulez acquérir la puissance, disons, du temple. Et enfin, dernière partie, l'académie des cavaliers dragons de Duendor. Donc on rappelle Duendor, c'était le prince qui était choisi par les dragons, qui les a trahis, et ça s'est très très mal fini, donc ils sont entretués, lui et la reine des dragons. Donc c'est un donjon assez classique, pas très grand, et à la fin, vous retrouvez il y a une bagarre entre, vous devez choisir votre camp, entre le spectre de Duendor et le squelette animé de la reine dragon, selon que vous soyez plutôt, disons, côté humanité ou côté dragon, sachant qu'en fait, les deux se valent en fait. Finalement, parce que Dwendor, il va essayer de protéger, enfin, il est contre les dragons et il va essayer de protéger sa descendante si elle est présente. À l'inverse, la dragonne, elle n'est pas si méchante que ça, puisque finalement, si vous faites des courbettes et vous dites oui, les dragons sont supérieurs aux humains, elle vous laisse tranquille. Et tout ce qu'elle veut, en fait, c'est protéger une chambre où il y a trois autres dragons que vous pouvez potentiellement, si vous les récupérez, vous pouvez les activer pour faire des petits dragons enfin, pour faire sortir les petits dragons de là, et à ce moment-là, dès qu'ils vous voient, ils vous considèrent un peu comme, je crois, c'est ce que j'ai compris, hein, ils sont imprint sur la première personne. Donc en gros, ça veut dire qu'ils vous considèrent comme sa maman. Ce qui me rappelle beaucoup le dessin animé Godzilla. Quand j'étais gamin, Roland Emmerich avait fait un Godzilla qui n'était pas terrible, qui était mal à chier. Et il y avait un dessin animé quand j'étais gamin qui était un spin-off, et l'idée c'était que le personnage principal, qui était joué par Broderick, arrivait dans la caverne avec les œufs, et il y a un œuf qui éclot au moment où il est là. Et du coup, le bébé Godzilla le considère comme étant Godzilla, enfin comme sa maman, et donc comme ça fait un spin où il y a un groupe d'humains et il y a Godzilla qui est à côté. Bref. Et voilà, on a fait le tour. Il y a un abécédaire, il y a une carte qui est assez cool aussi. C'est Francesca, j'ai plus son nom de famille, mais qui avait déjà œuvré notamment sur VSN. Donc là, la carte est chouette parce que la carte que vous avez dans le bouquin, elle est coupée en deux, en fait, sur les pages les premières pages. Et là, vous avez vraiment l'essentiel, donc le fort du dragon, le marché, la fosse, le port, le temple des prêtres de l'océan. Et au-delà, on a des fermes, des terres agraires, mais c'est pas trop décrit. Donc voilà, c'est Arkand. Alors, qu'en penser? C'est quelque chose qui est très nostalgique pour moi, parce que ça me fait beaucoup penser, et je suis sûr que c'est à dessin aussi, alors certes, un peu à Middenheim, mais moi, ça me fait énormément penser à Morrowind. Il y avait une cité qui s'appelle qui était par Ken Rolston d'ailleurs, un grand auteur de jeux de rôle, qui proposait justement une ville avec différentes guildes qui se tiraient la bourre, et c'était aux joueurs de s'allier à différentes personnes, différentes guildes pour accéder aux strates supérieures. Il y avait plein d'intrigues, et c'est très vivant, c'est un côté très... Et je dis ça sans aucun côté péjoratif, hein. Moi, je trouve que c'est un côté très jeu vidéo, parce que c'est un bac à sable, vous arrivez, faites ce que vous voulez. On vous propose 3 ou 4 quêtes principales. Non, j'étais vraiment surpris, parce que quand j'ai vu le bouquin, je vous avouais que moi, je pensais que c'était vraiment beaucoup plus carré comme Middenheim, comme la description de Middenheim. Et en fait, non, c'est quand même plutôt orienté vers les aventures immédiatement. C'est-à-dire que la description de la ville, même si elle transparaît par la description des bâtiments, des donjons et autres, est quelque part secondaire par rapport à l'action. Et ça a toujours été la proposition de Dragonbane, donc ça me dérange pas. Après, on peut aimer ou pas, hein, mais on sort. C'est simple. Si vous avez aimé la boîte de base, que vous cherchez plus d'aventure, que vous avez fait les Sentiers de la Gloire, bah allez-y, hein, faut même pas se poser la question. Hein, c'est vraiment, c'est un chouette bouquin. Puis c'est parfaitement maîtrisé. Leur système, comment dire, leur conception de suppléments, elle est rodée. J'ai pas tout lu, hein, j'ai lu, mais c'est vrai que c'est pas bon délire, hein, les descriptions, lire tous les trésors, toutes les portes, etc. Il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que quand je le lisais, je me suis imaginé dire, ok, il n'y a pas de souci, j'amène ça au club de jeu de rôle, je fais une ou deux aventures, ces intérêts on va un peu plus loin. Et c'est rigolo parce que ça, la conception de la ville vivante, c'est vraiment un truc qui est hyper important dans l'essence, à mon avis, de Donjons et Dragons, et du jeu de rôle en général, hein, étant fan de vampires. Mais là, l'idée, c'est vraiment de faire un peu comme Tolus, un peu comme toutes ces cités vivantes, où les joueurs... Parce que c'est toujours un vieux rêve, hein. Moi je me rappelle, dans mon ancien club de jeu de rôle, quand j'étais gamin, ils avaient créé une ville de donjons qui s'appelait les 5 Couronnes, et ils jouent toujours dans cette foutue ville. Alors j'avais un peu de mal, parce que bon, il y avait d'autres soucis par rapport au... Enfin bref, il y avait tout un lore, etc. Et je trouve que c'était un peu gloubi-boulga des fois. Mais il y avait cette idée que les joueurs amenaient à chaque fois leurs popotes, ils créaient aussi des bâtiments, et la ville avait une certaine, consistance qui se faisait strate par strate. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est cette idée-là, d'avoir une ville qu'on vous donne clé en main,
Et après, c'est à vous de la faire évoluer parce que la présence même de vos joueurs, par leurs compétences, leur intelligence et leur maestria, fait que les choses vont changer. Mais c'est pas forcément tout de suite de but en blanc, et c'est là où je ramène un peu à Morrowind, Vivek et compagnie, c'est que vous pouvez pas, enfin, c'est très compliqué d'aller directement en haut. Il vous faut montrer patte blanche, il faut que vous prouviez aux différentes guildes, ou une des guildes, que vous êtes assez costaud pour avoir, je sais pas, les objets magiques, pour déverrouiller l'académie des Cavaliers Dragons, ou aider les maîtres de gang à prendre le contrôle de la ville. Il y a plein de choses, quoi. Il y a plein de secrets qui sont pas montrés de but en blanc, donc ça permet aussi de créer différentes sous-couches de rumeurs. Si vous voulez juste aller casser la gueule à des démons, vous pouvez. Non, c'est vraiment très très solide, quoi. Et c'est rigolo parce que donc je suis en train de maîtriser une campagne qui est motorisée par Dragonbane, avec quelques changements, mais basée sur Final Fantasy. Donc par exemple, la magie, je vais la refaire. Donc j'ai repris les magies du bouquin de base, et ça passe, mais il y a des... Bon, le système de magie est assez simple en fait. Mais par contre, je veux dire, ça manque de sorts, et puis je sais pas trop comment créer des sorts, ça me paraît un peu compliqué. Et donc quand il y a deux bouquins qui sont sortis en même temps pour le Kickstarter, il y avait celui-là, le guide de magie. Et à la base, j'ai fait celui-là. Bon, je le prends parce que, évidemment, je vous cache rien, ça c'est une copie presse, donc je ne l'ai pas payé. Voilà, c'est le disclaimer. Mais j'étais beaucoup plus motivé et intéressé par le livre de magie. Et à la lecture des deux, je trouve que celui-ci est bien supérieur et bien plus intéressant, alors que vraiment j'y allais en disant, bon, ok, ça va être un donjon supplémentaire, ça va être une ville dont je vais jamais me servir. Et non, c'est vraiment très carré, c'est très très bien fait. Je sais pas, c'est enfin, et je peux comprendre par exemple que j'ai commencé à maîtriser Coriolis, les fleurs d'Algorab, qui est une campagne, et il y a des trucs dans les règles, je trouve que ça marche pas très bien. Alors on vous dit, ouais, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, c'est à votre convenance, mais je dis, ouais, c'est pas ouf, quoi. Et je trouve que Dragonbane, c'est vraiment le jeu qui marche. Il y a peut-être deux, trois trucs qui sont un peu moins bien, moi je pense notamment... Enfin, gérer la progression des persos, ça peut être un peu casse-gueule. Il faut accepter le système Chaosium. Moi, je l'ai modifié. Enfin, j'ai créé des niveaux artificiels comme dans Donjon et Final Fantasy. Mais c'est un jeu, entre la proposition initiale et le contenu qui est donné, c'est parfaitement synchrone. Il n'y a rien à acheter. Les règles, elles tournent nickel. Le jeu, peut-être que ce truc, c'est au niveau du combat. Ça a tendance à... Le but du jeu, c'est toujours d'être premier en initiative. En gros, le plus important, c'est d'avoir toujours l'initiative. Et le reste est un peu secondaire. Mais c'est un jeu qui marche, quoi, qui marche impeccablement. Moi, j'ai maîtrisé une partie de la boîte d'initiation, ça s'est super bien passé. Ma campagne Final Fantasy, bon, mes ajouts de règles, ils sont ce qu'ils sont, mais ça se passe quand même très très bien, et le système, il est hyper carré, et les gens sont assez contents. Et ce qui est génial en plus, c'est qu'il est très modulable. C'est-à-dire que par exemple, l'essence même de Final Fantasy, c'est que donc vous avez des classes, c'est des classes qui sont piquées à donjon, hein, ils sont jamais cachés. Donc je sais pas, mage noir, mage rouge, guerrier, voleur, dragoon, donc c'est des espèces de cavaliers c'est des chevaliers qui peuvent sauter très haut. Et toutes les classes ont à la fois des compétences de job, donc en gros ils ont une action spéciale qu'ils peuvent faire en combat, très facile à faire, bah vous dites ok, c'est une dépense de 3 points de magie, et puis voilà, ça fait un effet spécial, ça marche nickel. Et même les limites, j'ai mis un système de limites avec des points de limite qui s'accumulent, et dans Final Fantasy c'est une attaque spéciale que vous pouvez avoir quand votre perso s'en prend plein la tronche, donc ça s'accumule et puis après c'est un coup spécial, quoi. Et même ça, j'ai trouvé que ça se passait plutôt bien. J'ai juste ajouté un petit peu de points de vie parce qu'il y a des progressions de personnages, donc ce qui fait que j'ai augmenté en face des boss au fur et à mesure de l'histoire, mais ça reste, enfin j'ai envie de dire, ça reste cosmétique, hein, parce qu'on pourrait jouer avec les règles de base, on pourrait jouer avec les compétences qui évoluent en lançant des dés, ça serait exactement pareil. Donc voilà, tout ça pour vous dire que Arcans, la Cité des Vagues et des Flammes, c'est très très bien, c'est vraiment un super supplément. J'espère, je pense que le jeu marche bien en français, je crois qu'ils vont le traduire, hein, parce que c'est vraiment un super bouquin. Et si vous avez aimé la boîte de base, si vous avez qu'une hâte, c'est que les Chantiers de la Gloire sortent, passez pas à côté de celui-là, quoi. Vraiment. Alors autant le livre de magie, bon, on va en reparler, mais j'aurais pas grand-chose à dire, ce sera une vidéo qui sera très courte à mon avis, parce que c'est juste une liste de sorts. Mais par contre, ouais, celui-là, il est... Ouais, si vous aimez Dragonbane, achetez-le. Vous ne posez pas la question. Donc voilà, comme d'habitude, prenez ça avec des pincettes parce que le bouquin, je l'ai eu gratuitement. Mais vous savez que je suis pas trop fan des donjons, je suis pas trop fan de Donjons et Dragons en général. Et là, pourtant, j'ai passé un super moment à la lecture et surtout, je voyais comment le faire jouer alors que je suis pas un donjoniste fou, hein. Vraiment, c'est pas mon délire. Ptolus, c'est pas du tout mon délire. Et pourtant, là, ça passe crème, quoi. Donc voilà, je vous souhaite une très belle soirée, à bientôt. Allez, salut!